depuis le rhume jusqu'à des signes un peu plus graves de pneumonie. Mais en tout cas, à côté des adénovirus, des virus respiratoires syncytiales, ce sont des virus qui sont connus. Maintenant, ils peuvent avoir des modes de présentation différents. C'est pour cela que ce Covid-19 n'a pas été retrouvé génétiquement, en tout cas à des différences génétiques qui font qu'on dit que c'est un nouveau coronavirus par rapport aux autres coronavirus qu'on a connus antérieurement. Et il y en a deux qui ont marqué l'histoire. C'était le coronavirus qui avait été retrouvé il y a 17 ans, en 2002, qui a été responsable du syndrome respiratoire aigu sévère, on disait SRAS, mais également le deuxième qui est apparu, le premier ça a commencé en Chine, mais ça a tué à peu près 10% des personnes qui ont été atteintes et ça a touché 27 pays. Par contre, le MERS-CoV, donc c'est le coronavirus du Moyen-Orient, c'est apparu en Arabie Saoudite, ça a touché quelques pays environnants avant de disparaître. Mais quand même, elle a été responsable de grand nombre de décès. Donc le coronavirus, c'est un virus qui est fragile. Puisque c'est un virus enveloppé, les virus enveloppés en général sont des virus fragiles. Ils sont sensibles aux rayons ultraviolets, ils sont sensibles à la chaleur, ils sont sensibles à de nombreux solvants comme l'éther, l'éthanol, l'eau de javel, donc tout ce qui contient du chlore. Parmi les antiseptiques que nous utilisons en pratique médicale, la chlorhexidine en fait partie, mais avec les premiers patients, surtout ceux, puisque les cas ont commencé en Chine, on s'est rendu compte que la chlorhexidine n'est pas très efficace pour tuer le virus. C'est une maladie qui est apparue en décembre en Chine, où les autorités chinoises ont remarqué un certain nombre de cas groupés de pneumonie, avec un mode de présentation qui était un peu inhabituel, avec un type de virus qui n'était pas très bien connu. Et c'est tous ces cas qui étaient retrouvés en Chine. L'élément commun, c'est un marché qui se trouve à Wuhan, un marché de fruits de mer, d'animaux vivants. Ils vendent des serpents, des lapins, et peut-être, je vais réserver le nom de l'autre intermédiaire. Donc c'est dans ce marché que l'élément commun parmi tous les cas de pneumonie, c'était vraiment ce marché où des animaux vivants étaient vendus. Quelques jours plus tard, en janvier, ils ont fait une déclaration à l'OMS et quelques jours plus tard, c'est un coronavirus, mais c'est un coronavirus qui ressemblait à celui du SRAS, mais qui n'était pas tout à fait celui responsable du syndrome respiratoire aigu sévère. Et donc on a dit que c'est un nouveau virus, coronavirus, qui a été retrouvé et qui a été responsable de ces premiers cas de pneumonie. La transmission donc pour ce virus, dans un premier temps, c'est un virus qui circulait, ce nouveau virus, c'est un virus qui circulait entre les animaux. Puis, de manière accidentelle, le virus est venu intégrer l'organisme humain, se développer, avoir des transformations génétiques telles qu'elle peut se développer chez l'homme et même se développer, se transmettre de l'homme à un autre homme. Donc, transmission interhumaine. D'abord, la transmission, elle est de l'homme à l'animal, c'est pour ça qu'on parle de maladie zoonotique qui vient de l'animal, mais après, dans un second temps, elle devient une maladie interhumaine de transmission entre l'homme vers l'homme. On n'a pas besoin du concours de l'animal pour que la nourriture puisse se présenter. Si on se fait refaire aux épidémies précédentes, on sait que tout commence par la chauve-souris qui peut héberger ce virus sans faire la maladie. Et dans des épidémies précédentes, l'hôte intermédiaire, c'est-à-dire l'hôte dans lequel le virus est capable de se transformer de telle manière qu'au niveau génétique, il arrive à intégrer l'organisme humain et puis
après secondairement lui créer la maladie. Par exemple, pour l'épidémie de Stras, c'était la civette. Pour l'épidémie du MERS-CoV, c'était le dromadaire. Et vous verrez tout à l'heure que pour ce nouveau coronavirus, c'est un autre hôte intermédiaire qui a été identifié. Donc, puis, transmission à l'homme de manière accidentelle, lorsqu'on est en contact avec la viande, les éléments à sécrétion de l'animal. Et puis, la transmission peut se faire après un passage du barrage d'espèces, c'est-à-dire passer d'un animal à l'homme. Elle va se transmettre chez l'homme. La voie la plus reconnue, c'est la voie respiratoire de transmission interhumaine. Mais la transmission également peut se faire par contact. L'homme peut se contaminer quand elle manipule des animaux co-infectés ou les éléments des abats, des aliments infectés. Donc, pour cette maladie qui est une zoonose, d'abord, il faut qu'il y ait un contact homme-réservoir animal et que ce virus, en étant en contact avec le monde animal, mais également avec l'homme, puisse franchir la barrière d'espèce, c'est-à-dire passer d'un mammifère X à un mammifère Y. Puis, après, il faudrait qu'il acquiert la capacité de pouvoir se multiplier chez cet organisme nouveau et de pouvoir également se transmettre entre hommes. Donc, il a fallu cette transmission. Donc, cette transmission interhumaine, elle est effective pour le coronavirus. On a un R0, si vous voulez, le R0, c'est un peu l'échelle de Richter, c'est l'équivalent de l'échelle de Richter que l'on utilise dans les séismes pour montrer la gravité. Par exemple, on sait que pour ce nouveau coronavirus, pour l'instant, une personne peut contaminer 2 à 2,5 personnes. Donc le R0 est supérieur à 2 pour le coronavirus. Qu'en est-il de la situation mondiale? Donc j'ai donné la situation d'hier, mais vous savez bien que c'est une maladie qui évolue très vite et que les chiffres ont changé aujourd'hui. On a plus de 125 000 cas dans le monde. Là, vous voyez des points rouges, plus le point rouge est gros, et plus les cas sont nombreux dans la zone identifiée. Donc, vous verrez que c'est surtout l'Asie, l'Europe, il y en a moins en Afrique ici, et il y en a moins en Amérique latine, mais de temps en temps, de toute façon, c'est en train d'évoluer. En Chine, on a la majorité des cas, plus de 90% des cas sont survenus en Chine, avec 3000 décès. Et hors de Chine, il y a eu plus de 44 000 cas confirmés, avec 1440 décès. Et au total, on a 118 pays touchés à l'heure du 12 mars. Ça veut dire que c'est une maladie qui évolue rapidement. C'est une maladie qui touche tous les continents. C'est une maladie pour laquelle il faudrait qu'il y ait une surveillance gratis pour connaître au fur et à mesure, puisque c'est un nouveau virus, donc il faut le connaître. C'est pendant qu'on est en train de le connaître qu'on est en train de le combattre. Quelle est la situation en Afrique? Il y a au moins 12 pays en Afrique qui sont touchés. J'ai mis en bleu des pays pour lesquels une transmission locale a été répertoriée. Et les autres, en général, les cas qui ont été retrouvés, sont des cas importés. Je m'attarde un peu sur la RDC, la République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce que eux, déjà, ils avaient l'épidémie à virus Ebola qui était revenue et qui a été très meurtrière. Mais le fait, ça fait 2 semaines qu'ils n'ont pas eu de cas et passé totalement inaperçu à cause de cette nouvelle épidémie, de cette nouvelle pandémie à Covid-19. Quelle est la situation au Sénégal? Le premier cas a été confirmé à la date du 2 mars 2020 et actuellement, en tout cas maintenant que je parle, peut-être ce soir les choses vont changer. En tout cas pour l'instant, on sait qu'on a 10 cas confirmés de Covid-19 au Sénégal. Il y en a 4 qui étaient importés, qui étaient retrouvés à Dakar,
Et les nouveaux cas sont de Touba, où le premier est un cas importé qui est allé après secondairement contaminer 5 membres de sa famille. Donc ce sont ces 6-là qui sont retrouvés à Touba. Donc au total, on a eu 10 cas confirmés. Il y en a 2 qui sont déjà sortis des maladies infectieuses à Dakar et il y en a 8 qui sont toujours toujours hospitalisés et qui sont sous surveillance. Chaque fois qu'un cas confirmé est retrouvé, il faut qu'on retrace tout le chemin qu'il a eu à parcourir pour retrouver tous ses contacts. Et c'est une stratégie qui est adoptée partout. Et il y a un suivi de contacts qui est très important au Sénégal. Disons que hier, j'entendais le docteur Bousso parler de 1041 contacts qui ont été suivis jusqu'à présent depuis le début où les premiers cas ont été suivis. Et à peu près la moitié est déjà sortie de la cohorte parce qu'il faut les suivre pendant 14 jours. Donc il faut une surveillance et cette surveillance est mondiale. Et elle a surtout comme objectif de pouvoir surveiller les tendances de la maladie là où la transmission intermédiaire se produit, de pouvoir détecter rapidement les cas là dans les pays où le virus ne circule pas encore, de pouvoir fournir des informations épidémiologiques puisqu'on est en train d'apprendre au fur et à mesure, savoir un peu plus sur la maladie, sur le virus et sur la maladie. C'est ça qui va permettre au fur et à mesure, pendant que l'épidémie est en cours, de pouvoir adapter la stratégie de lutte contre cette maladie. L'organisation avec un comité national de gestion des épidémies du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Mais ce comité national est décliné au niveau régional par un comité régional de lutte contre les épidémies, de gestion des épidémies, puis un comité départemental de gestion des épidémies, et ça se décline comme ça jusqu'au plus proche de la population. Donc il y a un certain nombre d'actions qui sont recommandées au niveau mondial. Peut-être je vais juste insister sur la mise en place de ce numéro vert 0800 50 50. Si vous appelez à ce numéro, vous pouvez avoir plus d'informations sur la maladie. Et également, vous pouvez l'utiliser si jamais vous avez des signes qui vous font penser que vous faites partie peut-être des gens qui développeraient la maladie. Avant de passer, donc au niveau régional, il y a ce qu'on appelle une équipe d'investigation du district qui est composée du médecin-chef de district, de son adjoint, du major du centre de santé, du point de focal de surveillance épidémiologique, d'un responsable de laboratoire et d'un responsable d'hygiène. Donc il y a dans chaque région, dans chaque district, il y a une équipe de surveillance et une équipe d'investigation qui est là-bas, qui reste aux aguets pour retrouver les malades et savoir quoi faire dès que une suspicion est posée. C'est un virus animal, donc il y a beaucoup d'autres qui en général ne font pas la maladie. Mais en tout cas, pour ce coronavirus qui est en circulation, on sait que tout part de la chauve-souris. Et ça a commencé en Chine. Et vous voyez ici par exemple, en Chine, ils consomment les chauves-souris. Donc voici un plat, je ne sais pas si c'est de la soupe aux chauves-souris. En tout cas, c'est un truc liquide avec la chauve-souris au-dessus. En tout cas, ils n'ont pas volé là. La chauve-souris ne fait pas la maladie, mais elle échange ce virus avec un autre hôte qu'on appelle ici hôte intermédiaire, qui est appelé le pangolin. Donc c'est cet animal-là. Cet animal est un animal très prisé en Chine parce que sa chair est consommée, mais sa peau, surtout ses écailles, est utilisée à titre médicinal. Donc il y a un fort trafic qui entoure cet animal. Et c'est un animal pour lequel on sait que c'est l'hôte intermédiaire parce que le virus qu'héberge le pangolin a une ressemblance génétique avec celui qui circule chez l'homme de plus de 99%. Comment se transmet la maladie de l'homme à l'homme? La première des transmissions, c'est la transmission respiratoire.
Donc, ce sont des gouttelettes lorsque vous toussez, lorsque vous éternuez, lorsque vous postillonnez, c'est-à-dire quand vous parlez en crachant. Moi, je fais partie de ces gens-là. Il ne faut pas que j'ai le corona, ou en tout cas, il faut se mettre à 1 mètre de moi, parce que moi, je postillonne. Mais ceux qui toussent et ceux qui éternuent sortent des sécrétions. Ces sécrétions sont une taille qui est assez grosse, qui font qu'elles ne peuvent pas aller à plus d'1 mètre. Et c'est pour ça qu'on les appelle des gouttelettes. Si c'était des sécrétions qui étaient de très petite taille et qui pouvaient aller très très loin, en médecine, on différencie les transmissions gouttelettes et la transmission aérienne. Mais ici, il s'agit d'une transmission gouttelette. Donc les gouttelettes ne peuvent pas aller à plus d'1 mètre après celui qui les a émis. Ça va sédimenter, ça veut dire que ça va se reposer sur toutes les surfaces en tout cas, qui entourent la personne qui tousse, qui crache, ou bien qui est en train d'éternuer. Donc vous voyez ici, une personne qui est malade, qui tousse. Si vous vous trouvez à moins d'1 mètre de lui, vous allez pouvoir respirer de l'air qui contient ces virus en suspension, et vous pouvez vous contaminer de cette façon. Vous pouvez également être contaminé de manière indirecte, puisque je vous dis que ces sécrétions que vous émettez lorsque vous toussez, vous éternuez ou vous crachez, vous les émettez pas très loin de vous, ça va sédimenter, ça va tomber sur toutes les surfaces qui vous entourent. Donc ça peut être vos mains. Il y a des gens, le premier des réflexes qu'on a quand on tousse ou quand on éternue, c'est de mettre les 2 mains devant la bouche. Et c'est vraiment un mauvais réflexe, puisque le fait de l'avoir mis devant les bouches, ça va être contaminé. Si vous êtes infecté, donc vous avez des mains qui sont contaminées. Si vous saluez n'importe quelle personne qui est à côté de vous, sans vous être lavé les mains, vous lui passez les virus dans la main. Donc il suffit, ça peut vivre pendant 10 minutes dans les mains, ça peut vivre quelques heures à quelques jours sur les surfaces, en fonction de la nature de la surface qui a été contaminée. Donc sur les mains, c'est pour ça que parmi les mesures de prévention, on vous dit en période de coronavirus, de Covid-19, évitez de vous serrer la main. C'est pas pour être impoli, c'est pas pour être moins gentil, c'est juste une question d'hygiène. Parce que la main de la personne infectée peut être contaminée. Elle peut contaminer toutes les choses qui l'entourent, mais également le virus va sédimenter rapidement. Donc vous, quand vous venez, vous venez lui serrer la main, ou bien que vous touchez n'importe quel objet qui a été contaminé par le virus, vous en portez sur les mains. Et donc, si vous n'avez pas les mains derrière, et que vous touchez vos yeux, vous touchez le nez, ou vous touchez la bouche, vous mettez le virus au contact d'une muqueuse, et il a besoin que de cela pour pouvoir pénétrer et après se multiplier et vous donner la maladie. Donc c'est pour ça que parmi les mesures de prévention, il faut se laver tout le temps les mains, mais également, autant que possible, éviter de se toucher le visage. En tout cas, éviter de se toucher le visage quand on n'a pas les mains propres. Donc il peut passer par les yeux, il peut passer par le nez, mais également il peut passer par la bouche. Je vous dis que le virus peut rester longtemps vivant, il va contaminer tous les éléments qui sont près de vous. Donc si c'est à la maison, ça peut être tous les ustensiles, les tasses, ça peut être l'ordinateur, la souris d'ordinateur, les rampes d'escalier, les boutons de porte, les interrupteurs, etc. Ça peut être contaminé. La personne qui a contaminé peut ne pas prendre, les surfaces peuvent ne pas être nettoyées après qu'il soit parti, et l'autre personne qui va entrer va tenir ces objets qui sont contaminés, et si jamais il ne se lave pas les mains, il a des possibilités de se contaminer lui-même. Donc il faut se laver les mains pour éviter cette contamination. Ça reste sur les surfaces, donc il faut les nettoyer.
un peu, puisqu'on est médecin, tout à l'heure je parlais des différents types de supports. Par exemple, sur du verre, ça peut vivre pendant 5 jours. Sur du bois, ça peut vivre pendant 4 jours. Sur du papier, ça peut vivre pendant 4 à 5 jours. Donc, en fonction du support, la durée de vie peut varier, d'autant plus qu'il s'agit d'un milieu qui est humide, parce que c'est un virus qui aime le milieu humide. Quels sont les signes de la maladie? Ce sont des signes qui n'ont rien de spécifique. Ce sont des signes qui sont connus depuis longtemps, qui sont retrouvés dans la plupart des maladies respiratoires. Ça peut aller, comme je le disais tout à l'heure, du simple rhume jusqu'à des tableaux beaucoup plus graves de pneumonie. Donc, l'incubation, c'est une période qui sépare le jour où la personne s'est contaminée de l'apparition du premier signe. Donc, c'est une période en général qui est silencieuse. Cette période d'incubation, dans le cadre du Covid-19, est de 1 à 14 jours, avec apparition des signes en moyenne aux alentours du 5e, 6e jour. Disons que la personne peut ne pas faire 14 jours et que les signes commencent à se manifester au bout du 5e, 6e jour, en moyenne. Mais il n'y a pas de règle, hein. Ça peut être au 1er, 2e, 3e, jusqu'aux 14 jours. Donc c'est pour cela que lorsque l'on surveille les contacts, on les surveille pendant 14 jours. Donc fièvre, asthénie, myalgie, maux de tête, écoulement nasal, nez qui coule, le nez qui est bouché, la toux, les difficultés respiratoires, la dyspnée. Ces signes le virus peut aller partout et ça peut donner notamment chez les enfants de la diarrhée ou bien des vomissements. Mais dans les formes graves, elle peut se toucher par exemple le rein et donner une insuffisance rénale aiguë, mais également une encéphalopathie. Comment se gère cette maladie au Sénégal? Donc, le ministère de la Santé a fourni des documents, notamment des algorithmes, qui orientent les personnels de santé pour savoir quelle est la marche à suivre, quel est le circuit à prendre lorsque on suspecte un cas. Donc, je les affiche comme ça parce que ce sont des affiches nationales, mais je ne vais pas entrer dans les détails. Ici, il y a 4 hôpitaux qui ont été reconnus comme hôpitaux de référence, en tout cas à Dakar. C'est l'hôpital de Fag, avec le service des maladies infectieuses, l'hôpital principal de Dakar, l'hôpital Idrissa Gueye, c'est l'ancien CTO, ou OGI, et également l'hôpital de Dantec. Donc, par exemple, FAM est organisée de telle sorte que, quelle que soit la porte d'entrée du patient, le patient peut venir de l'extérieur, il peut venir d'un autre service, il peut venir même du service de la consultation avant d'être réorienté là, il faut. Dans le centre de traitement également de la maladie, comment il procède en faisant, quand le cas est suspect, et en fonction de la gravité, dans quel endroit ils vont le mettre et quelle est la démarche qu'ils vont suivre derrière. C'est la même chose ici. Au niveau régional, surtout au niveau district, ici on est dans le district de Saint-Louis, qu'est-ce qui est prévu? Il faut quand même d'abord pouvoir reconnaître ce qu'est un cas suspect. Qu'est-ce qu'un cas suspect? C'est toute personne ayant voyagé ou séjourné dans un pays d'épidémie de Covid-19 et qui présente au cours des 14 jours après son retour des signes incluant une fièvre à 38 degrés et de la toux, et sans autre étiologie identifiée pour expliquer sa pathologie. Ou tout contact d'un cas confirmé, ça peut être le parent, ça peut être le soignant. Parmi les cas d'hier, les 5 cas qui ont été confirmés hier, il y a 71 contacts, en tout cas qui sont reconnus comme des contacts étroits. Ce sont les membres de la famille et également les personnels de soins qui a eu à prendre en charge le patient sans avoir peut-être pris les précautions parce que le cas n'avait pas été diagnostiqué dès le départ. Donc tout contact d'un cas confirmé ayant présenté dans les 14 jours après le dernier contact une infection respiratoire aiguë
quelle que soit sa gravité. Cas probable, c'est un patient pour lequel le test au laboratoire n'a pas été concluant. Et le cas confirmé, un patient avec un test de laboratoire qui a été effectué et qui est revenu positif, quels que soient les symptômes qui l'ont accompagné. Donc, si on se trouve devant un cas suspect, il faut isoler le patient. Il faut tout de suite informer l'équipe d'investigation du district. Parce que ce sont eux qui vont venir faire les prélèvements et qui vont mettre en branle tout le processus qui est mis au niveau national pour pouvoir prendre un cas de Covid-19. Là, il y a une fiche de notification à remplir et c'est eux qui la remplissent. Et également, ils évaluent la gravité du tableau clinique. On peut démarrer sur place le traitement symptomatique, là où le diagnostic a été fait. Et après, il y a toute une équipe d'investigation derrière pour retrouver tous les contacts de ce cas suspect parce qu'ils doivent être suivis. Parce qu'ils peuvent être des relais pour entretenir la transmission de la maladie. Quand c'est un cas suspect avec des cas de gravité, là apparaît une unité qui est très très importante qui est le SAMU. Donc l'autre numéro qu'on peut faire c'est le 1515 pour pouvoir joindre le SAMU, pour avoir les orientations qu'il faut pour savoir quoi faire lorsqu'on se trouve en face d'une maladie. En général, le traitement il est uniquement symptomatique. Il n'y a pas de traitement qui tue le virus pour l'instant qui est connu. Donc ce qu'on fait, c'est on traite les signes. Donc ce qu'on va faire, c'est un patient, si c'est un patient suspect, donc il faut l'isoler, donc il faut l'hospitaliser. Il faut le mettre dans une chambre seule, porte fermée, si on en a les moyens. Sinon, on peut le mettre avec d'autres patients, mais d'autres patients qui ont la même symptomatologie que lui et la même suspicion. Donc c'est ce qu'on appelle cohorting. Il y a un certain nombre d'équipements qui doivent être à la disposition du personnel et puis des malades. Le malade doit porter un masque chirurgical. Pourquoi on dit au malade de porter un masque? Parce que s'il porte ce masque, ça va limiter la transmission. Quand il va tousser, les sécrétions ne vont pas aller plus loin que son masque, ça va contaminer le masque, mais ça ne va pas contaminer son environnement. Donc première chose, c'est de faire porter un masque chirurgical. C'est le masque des chirurgiens, c'est pour ça qu'on l'appelle masque anti-projection, qu'on fait porter aux patients pour limiter les risques de transmission. Il faut également que le personnel soit protégé, donc le personnel doit porter un masque ou juste voir un équipement totalement complet, qu'on appelle équipement de protection individuelle, qui peut être allégé jusqu'à être un équipement complet lorsqu'on s'occupe de cas suspects. On peut lui donner des antipyrétiques, des antalgiques. Il faut qu'il soit bien hydraté. L'oxygénothérapie, lui fournir de l'oxygène peut être nécessaire. Il peut bénéficier également d'une oxygénothérapie, d'une antibiothérapie, si par exemple le virus s'accompagne après d'une maladie bactérienne qui va après aggraver le tableau clinique. Et également, ne pas oublier que le prélèvement soit acheminé bien protégé, en général dans un triple emballage, à l'Institut Pasteur de Dakar, qui ici au Sénégal, et le laboratoire qui est habilité, en tout cas, à poser le diagnostic. La gestion d'un patient au niveau d'une structure, je vais peut-être aller très vite. Je vous ai dit que les syndromes respiratoires peuvent aller des formes peu sévères vers les formes sévères. Donc pour chacune de ces formes, des définitions existent. Il y a des signes qui peuvent être mis en avant par rapport à ces signes lorsque ça survient chez l'adulte ou bien chez l'enfant. Par exemple, chez l'enfant, il y a peut-être quelques particularités avec la respiratoire, par exemple, qui peut se manifester par un grognement, des gémissements, des signes, parce que l'enfant en général ne peut pas parler, ça touche les enfants qui sont d'un certain âge, mais de toute façon, qui sont très jeunes, de toute façon, ça peut toucher quand même tout le monde. Donc, quels sont les buts du traitement? C'est de pouvoir identifier donc précocement les cas et les isoler, de pouvoir traiter les signes, de pouvoir prévenir les complications qui surviendraient et surtout d'éviter la survenue de ces cas secondaires.
Donc il y a toute une organisation pour la prise en charge des cas suspects. Je crois que je vais aller très vite. Je vais peut-être m'arrêter là sur ce qu'on appelle les précautions standards. Ce sont des précautions à adopter devant tout patient. Il ne faut pas attendre d'être en période d'épidémie pour pouvoir les adopter en milieu de soins. Il y a des préalables, des fondamentaux à appliquer devant tout patient, ce qui va vous permettre de vous protéger contre Covid-19, contre beaucoup de maladies respiratoires, mais beaucoup de maladies également qui se transmettent à travers des liquides biologiques. Porter des gants lorsqu'il faut porter des gants, porter un masque lorsqu'il faut porter des masques, et ne jamais déroger à ces règles, parce que si vous faites une dérogation, vous pouvez tomber sur le premier patient d'une épidémie, et dans ce cas, si vous ne respectez pas les précautions standards, vous avez des risques que ce patient vous contamine, vous, personnel de soins. L'une des premières mesures de lutte contre cette maladie, c'est l'hygiène des mains. Se laver les mains. Je vous assure que rien que le lavage des mains vous protège contre énormément de maladies respiratoires et énormément de maladies à transmission orofécale, c'est-à-dire qui se transmettent par les mains sales. Donc ça vous protège contre le Covid-19. En milieu de soins et même dans la communauté, il y a deux façons de se laver les mains. On peut se laver les mains à l'eau et au savon, mais on peut se laver les mains également en utilisant la solution hydroalcoolique. Je pense que beaucoup parmi vous, en entrant aujourd'hui dans la salle, on leur a proposé cette solution hydroalcoolique pour qu'ils puissent se laver les mains. Donc, en milieu médical, donc, il y a des moments où il faut se laver les mains, où il ne faut pas oublier. C'est avant tout contact avec un patient, avant tout geste aseptique, c'est-à-dire un geste qui nécessite qu'on ait une grande propreté, hygiène, asepsie en tout cas, pour ne pas que le patient contracte une maladie derrière. Après tout contact avec un liquide biologique, si vous avez été en contact avec du sang, des urines, etc., vous devez vous laver les mains. Après tout contact patient, avant de vous occuper du patient, vous lavez les mains. Après, quand vous avez fini de vous occuper du patient, il faut vous laver les mains. Et enfin, après tout contact avec l'environnement du patient. C'est un environnement qui est virtuel, que l'on trace autour du patient. Et cet environnement virtuel concerne le lit sur lequel il est couché, son drap, ses montants, les barreaux du lit, la table de chevet, la tablette sur laquelle il va manger, sa chaise qui est à côté de son lit. C'est un environnement. Dès que vous avez à toucher un seul de ces éléments, vous devez vous laver les mains derrière, que vous êtes contaminé avec les micro-organismes qu'héberge le patient. Donc, lavage à l'eau au savon, c'est très très important, surtout en milieu de soins, mais également dans la communauté. Il faut un minimum de 40 secondes pour bien se laver les mains, puisque c'est le frottement qui enlève les micro-organismes. On dit le temps de chanter 2 fois Happy Birthday to You, le temps que de le faire 2 fois, vous avez le nombre de secondes qui est nécessaire, ou bien chez les enfants, il y a une chanson des mains propres qu'on leur apprend, et on leur dit, le temps de chanter la chanson, il faut continuer à se frotter les mains, et dès que la chanson est terminée, vous savez que vous pouvez arrêter. Il faut ouvrir le robinet, se mouiller les mains d'abord, avant de commencer à frotter. Il y a des endroits de la main qui sont les plus contaminés et qu'il ne faut pas oublier de bien nettoyer. Ce sont les espaces interdigitaux, mais également la pulpe des doigts, les ongles, qui sont des endroits qui sont très contaminés. En milieu de soins, il y a des bien se laver les mains, il faut enlever les montres, les bracelets. Il ne faut pas avoir de faux ongles, ce sont des nids à microbes. Il ne faut pas avoir de vernis, ce sont des nids à microbes, parce que vous ne pouvez pas faire une hygiène des mains correcte si vous avez du vernis, vous avez des faux ongles, ou bien que vous avez des ongles qui sont longs. Quelqu'un qui est dans la santé doit avoir des ongles courts, non vernis et sans faux ongles. Quand vous utilisez la friction
friction hydroalcoolique, qui est le gold standard. C'est cette méthode de lavage des mains qui est la plus efficace. Cette méthode de lavage des mains également insiste sur toutes les parties dangereuses, pompe contre paume, pompe contre dos des mains, des deux côtés. Il faut que le produit soit étalé partout. Ne pas oublier les espaces interdigitaux, ne pas oublier les zones dangereuses, ne pas oublier le pouce. Souvent, on se lave les mains et que le pouce ne se mouille pas, donc on oublie le pouce. Toujours un insiste sur ces zones dangereuses. Et le temps que le produit sèche, ça prend en général 20 secondes et vous avez réussi à l'étaler partout. On peut avoir des équipements de protection individuelle appelés EPI. Ça peut aller la surblouse, l'appareil comme qui ressemble à un astronaute, les gants, etc. en fonction des circonstances. Dans un milieu de soins, donc, il faut savoir qu'est-ce qu'on a besoin pour prendre en charge les malades, pour bien les prendre en charge, mais également pour ne pas se contaminer. J'insiste sur les masques, puisque le masque est un moyen de protection. C'est un masque, en général, le masque chirurgical, qui a un sens pour le porter. La partie colorée du masque chirurgical, en général, c'est vers l'extérieur. Il y a une partie dure et une partie beaucoup plus molle. La partie dure, c'est celle qui va aller sur le nez. Et il faut bien attacher les cordelettes derrière pour bien ajuster, pour que les micro-organismes ne puissent pas partir là où ce n'est pas étanche. Ça peut être le masque chirurgical, mais également ça peut être un masque en bec de canard ou bien en coque, qui est recommandé chez les personnels de soins, qui sont des masques qu'on appelle FFP2, pièces faciales filtrantes. Donc ils ont un pouvoir de filtration qui est beaucoup plus important que les masques chirurgicaux. C'est vrai que sur Internet, j'ai vu des bonnets de soutien-gorge qui ont été détournés pour constituer des masques. J'ai vu des mouchoirs à qui on mettait des élastiques sur les côtés pour constituer des masques. Je ne peux pas préjuger de leur efficacité, puisque ça n'a pas été éprouvé scientifiquement. En tout cas, les masques vendus en pharmacie sont du matériel médical. Ceux-là, on peut dire qu'ils sont efficaces. Les autres systèmes D, là, je ne peux rien en dire. Il y a une façon de porter, un ordre pour porter les masques, les équipements de protection individuelle. Il y a une façon de les porter, il y a une façon de les enlever. Et en général, c'est quand on les enlève que nous, personnels de santé, on se contamine. Donc, le principe, c'est de ne pas toucher l'extérieur. Si c'est un masque, si vous l'avez porté, le masque, c'est à porter 4 à 8 heures, maximum 24 heures. Si on dira ça à la population, un masque pour le jour. Si vous le portez plusieurs jours, le masque il se contamine comme toutes les autres surfaces et vous avez des risques après derrière. Ça devient plus un risque qu'un élément de protection. Donc l'hygiène respiratoire, il faut porter des masques. Le masque c'est fait pour 2 personnes. C'est fait pour le malade pour limiter la transmission et c'est fait pour le soignant pour se protéger. C'est pas fait pour que tout le monde en ait à disposition. Les déchets en milieu de soins doivent être bien contrôlés. Donc, cette gestion des déchets, ce sont des déchets qui sont à risque infectieux, ce sont des déchets d'activité de soins à risque infectieux. Donc, il y a des codes couleurs qui l'accompagnent et une filière à suivre pour bien s'en occuper. Je vous ai dit qu'il y a une contamination des surfaces et de l'environnement, donc il faut faire une bonne gestion, bon nettoyage des locaux, mais également des surfaces. Également, les prélèvements, il y a des précautions à prendre lorsque les prélèvements doivent être faits avant d'être acheminés au laboratoire. Donc voici, ici, normalement, on fait ce sont des écouvillons comme ça, comme des cotons-tiges. On prélève dans la bouche, on prélève dans le nez. Et les écouvillons sont mis dans ce tube et pour être acheminés sur triple emballage au niveau de l'Institut Pasteur de Dakar. Pour le traitement des patients, donc en fonction des signes qu'ils présentent, on va avoir des médicaments à leur donner, mais il n'y a rien de spécifique par rapport au traitement qu'on peut leur donner. Et en fonction de la gravité, il y a des propositions qui sont faites sur lesquelles je ne vais pas insister,
Mais sinon, vraiment, nous qui nous devons prendre en charge les patients, nous devons bien nous alimenter, bien boire, avoir une bonne immunité pour ne pas avoir des risques, en tout cas, de faire partie des sujets les plus fragiles. Le patient également, en plus des traitements, doit s'alimenter, mais il faut surtout penser que c'est une maladie qui fait peur, c'est une maladie qui entraîne la panique, et c'est pour ça qu'il faut vraiment rassurer le patient, surtout en situation d'isolement, mais également rassurer sa famille. En fonction du cas isolé, il peut revenir négatif, là il va sortir ou bien il va intégrer la filière de soins dont elle aura besoin. Le traitement, le cas peut être après confirmé, et là également il y a un circuit à suivre dans une structure hospitalière. Et si le cas est sévère également, il y a des dispositions à prendre. Pour l'instant, au niveau national, il paraît que, j'ai vérifié hier l'information, qu'au niveau national, pour les cas sévères, il n'y a que 4 hôpitaux qui sont habilités, et ce sont 4 hôpitaux de Dakar, pour la prise en charge. Les mesures préventives, il faut bien insister là-dessus. Ça, c'est une NAVAC du ministère de la Santé, se laver les mains à l'eau et au savon, en utilisant une solution hydroalcoolique. Quand vous toussez ou vous éternuez dans un mouchoir, puis le jeter à la poubelle et se laver les mains secondairement. Ou bien, lorsque ça vous surprend, vous n'avez pas de mouchoir à côté, toussez dans le creux de votre coude. Et également, si vous avez à disposition, portez un masque. Pour se protéger contre la maladie, il faut bien la connaître. Donc, les mesures de connaissance, toutes les mesures que vous prendrez pour mieux connaître la maladie font partie des mesures de prévention. L'espoir est permis puisque des essais vaccinaux sont en cours. Et hier, j'ai appris qu'en France, ils sont en train d'essayer des antiviraux. Donc, ils sont en train de faire des études pour permettre de voir, en plus du traitement symptomatique qui est actuellement disponible, est-ce qu'il n'y a pas d'autres traitements qu'on pourrait prendre. Donc, je vais terminer en vous donnant certains extraits du discours du directeur général de l'OMS. Il a donné son discours du 11 mars 2020. Il dit que si les pays détectent, testent, traitent, isolent et tracent et mobilisent leur population dans la réponse, ceux qui ont une poignée de cas peuvent empêcher que ces cas ne deviennent des grappes et que ces grappes ne deviennent une transmission communautaire. Donc ça veut dire que notre rôle, c'est d'aider à cet effort national et mondial, d'être un acteur dans la lutte contre le coronavirus, et c'est dans l'application de ces mesures de prévention. Je vous remercie.